Merci à nos 4 intervenants pour cette table ronde. Alors, je sais qu'il n'y a pas eu de pause, que la journée a été longue. Et là, ça va aller encore plus vite parce que on a donc 5 intervenants, peut-être seulement 4, en 1 heure. Mais vous voyez que la transition avec ce qui vient d'être présenté est parfaitement logique, parce que l'objectif de cette table ronde, c'était donc de partir de cas concrets et des pratiques, en fait. Alors, je vais présenter les différents intervenants, mais pour échanger sur, justement, faut-il déjà adapter le système de soins aux immigrés, et si oui, comment le faire? Donc là, on va être sur des questions, voilà, je dirais beaucoup plus concrètes, directement sur le système français. Et pour éviter d'avoir de nouveau 10 minutes de présentation, alors que vous en avez eu beaucoup depuis ce matin, on va essayer de faire une vraie table ronde, bien qu'on ne soit pas du tout en table ronde, avec voilà, trois questions. Et pour chaque question, chaque intervenant va répondre en 3-4 minutes. Et je vous remercie d'avance. Je vais vous bousculer, donc je vous remercie d'avance de jouer le jeu. Alors, pour commencer, je présente nos intervenants. Nicolas Vignier, qui est médecin infectiologue de santé publique au CHU de Melun. Donc, Nicolas représente les professionnels de santé, à toi tout seul. Alors, pourquoi Nicolas? Parce que, alors c'est intéressant, parce qu'il faut dire que Nicolas a fait ses armes à l'hôpital Avicenne, qui a été présenté. Ah, monsieur Delarue, je vous en prie, venez. Voilà. Oui, le petit truc. Voilà. Donc, merci à vous d'être venu. Donc Nicolas, après avoir passé pas mal d'années à l'hôpital Avicenne, qui était donc dans les Migrant Friendly Hospitals présentés par David Engelby, est aujourd'hui au CHU de Melun, chef du service de maladies infectieuses, où il reçoit une patientèle très largement migrante, et il est aussi responsable de la PAS et du CEGID, donc une belle expérience sur toutes ces questions. Ensuite, dans l'ordre, Bernadette Reguera, qui dirige l'association Ecambere, qui est une association qui accueille, qui accompagne des femmes qui vivent avec le VIH, qui pour la grande majorité d'entre elles sont africaines. Et alors, on a invité Bernadette parce que une des activités, entre autres, de l'association Ecambere, c'est d'envoyer, cette association est très sollicitée par les services de santé, en particulier les services hospitaliers, pour envoyer des médiatrices de santé, des médiatrices qui ont été donc formées par Ecambere, qui sont des salariés d'Ecambere et qui sont dans les services hospitaliers pour justement faire la médiation entre les migrantes, en particulier africaines, et les services hospitaliers. Madame Chemlal donc, est directrice du Bureau Santé des populations et politiques vaccinales, c'est ça? Tout à fait. Non, moi je suis adjointe à la chef de bureau, donc à la Direction Générale de la Santé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Direction Générale de la Santé, c'est une des directions du ministère de la Santé, parce qu'il y en a plusieurs, et je m'occupe de la santé des populations. Et par ailleurs, j'ai également un parcours professionnel, puisque je suis praticien et que j'exerce encore aujourd'hui en milieu hospitalier. Donc je connais aussi un peu le sujet. Merci beaucoup. Et donc, on vous a invité aujourd'hui parce que vous représentez, vous avez compris, la Direction Générale de la Santé, et à vous toute seule aussi. Monsieur Laurent Chambaud, directeur de l'École des hautes études en santé publique, et donc qui est un des lieux de recherche et de formation des professionnels de santé. Donc voilà, vous pourrez nous parler de toute la question de la formation justement sur ces questions. Et Monsieur Jean-Marie Delarue, alors vous avez beaucoup de titres. Je sais que vous ne vouliez que je cite que ancien membre du Comité consultatif national d'éthique. Je vais quand même dire rapidement que vous êtes conseiller d'État et président de la Commission nationale des droits de l'homme depuis quelques mois. Donc merci beaucoup d'avoir trouvé le temps de venir nous voir. Et vous avez été rapporteur de l'avis du Conseil national d'éthique sur la santé des migrants.
avec, je précise, tout l'avis porté sur la santé du groupe des migrants sans papier. Et donc je termine cette présentation en disant qu'on a voulu un titre assez large. Il s'agit de l'adaptabilité du système de soins aux immigrés. On a pris ce terme très large d'immigrés, enfin large, parce que justement il a été mentionné aujourd'hui la difficulté des catégories, dès qu'on parle de migrants, immigrés, etc. On a voulu rester volontairement large et chacun de vous aura le loisir justement de préciser dans sa pratique quel est le terme qui lui semble bon et à quel groupe de population s'adressent les différentes pratiques. Voilà, alors ces longues présentations étant terminées, mais je crois que c'était nécessaire pour qu'on voit bien au titre de quelles institutions et de quelles fonctions interviennent chacun. La première question que je vais vous poser, et donc, Monsieur Delarue, je ne sais pas si vous aviez reçu mes mails, mais donc l'idée, c'est de partir de guider l'échange par 3 questions, et donc chacun de vous intervient. Voilà, vous intervenez les uns à la suite des autres sur chaque question. La première question, c'est alors, pourquoi cette question de l'adaptation du système de soins aux immigrés se pose-t-elle? Le système universel qui existe en France ne suffit-il pas? Peut-être, je vous propose de vous donner la parole dans l'ordre. Voilà, Nicolas, en tant que soignant. D'accord, merci Annabelle. Donc, pour moi, la réponse était un petit peu dans la question. Pourquoi la question de l'adaptation au système universel ne suffit-il pas? Globalement, ce qu'on constate quand même sur le terrain, c'est que le système universel ne suffit pas toujours, même si en théorie, il est plutôt protecteur et large. On est revenu largement aujourd'hui sur l'évolution de notre système pour être plus inclusif et pour une ambition de couverture universelle maladie, puis de protection universelle maladie, et la création de dispositifs spécifiques comme les permanences d'accès aux soins de santé. Donc, comme tu l'as dit, j'en anime une en Seine-et-Marne, à Melun. Le problème, c'est que malgré ça, on a encore du non-accès aux soins parce que des fois, le système universel ne fonctionne pas bien et parce qu'il y a un retard à l'ouverture de droits et il faut que les personnes arrivent jusqu'à nous pour qu'on puisse les accompagner et les aider à ouvrir les droits. Mais même une fois qu'ils ont les droits, il y a parfois des difficultés à accéder aux droits communs et en particulier à la médecine générale libérale dans des territoires où, du fait du vieillissement de la population des praticiens et d'un renouvellement qui est insuffisant, en fait, il y a une désertification croissante de nos territoires. Donc moi, je travaille en grande couronne de Paris, donc on est un territoire, d'Île-de-France, on est un territoire où on a vraiment des difficultés d'accès aux médecins traitants, mais qui ne sont pas du tout spécifiques des personnes migrantes. Mais la spécificité des personnes migrantes, c'est qu'elles arrivent nouvellement sur le territoire, donc elles viennent vers nous, globalement, elles ont plutôt relativement accès aux soins du fait des dispositifs spécifiques que sont la PASS ou des consultations associatives. Mais dès qu'on leur ouvre des droits et qu'on leur demande de se tourner vers le droit commun, en fait, ça ne marche pas parce qu'il n'y a plus de médecins généralistes qui prennent des nouveaux patients. Et donc, les personnes nous reviennent en disant j'ai essayé, j'ai tapé à 1, 2, 3, 4 portes. Quand elles le font, ce que beaucoup n'essayent pas, et on m'a dit je ne prends plus de nouveaux patients. Mais on entend le même discours de personnes non migrantes, par exemple des jeunes adultes qui ressentent le besoin d'avoir un médecin traitant à l'occasion où ils deviennent parents, par exemple, etc. Ils vont faire la démarche, ils n'ont pas ressenti le besoin avant. Et du coup, on est très en difficulté. Donc ça, c'est le premier point. Et même quand ils accèdent, il y a quand même souvent des accueils qui sont très différenciés d'une structure, d'un praticien à l'autre, avec certains praticiens qui ne sont pas dans des postures toujours très accueillantes et très inclusives. On a parlé des refus de soins ce matin. La ministre en a dit un mot. J'aurais bien aimé qu'elle en dise plus, qu'elle a dit on a confié ça à l'ordre des médecins qui, à ma connaissance, ne fait pas grand-chose de très efficace. Donc il y a beaucoup de refus de soins chez les bénéficiaires de la CMU complémentaire et de l'aide médicale d'État pour de multiples raisons, notamment parce que les circuits administratifs sont plus complexes, mais aussi parce que c'est des patients qui ont des problématiques sociales, qui prennent plus de temps. S'il y a la barrière de la langue, on n'a pas l'outil. Donc tout ça fait que ça arrange aussi un certain nombre de praticiens que les personnes primo-arrivantes en situation de précarité soient prises en charge dans des structures adaptées. Et donc, une des solutions, c'est de dire on efface ces structures. Bon, on va peut-être en parler un petit peu après de ce qu'il faut faire, mais
le problème d'effacer ces structures en disant il faut que le système soit inclusif, c'est qu'on risque de provoquer finalement une aggravation du non-accès aux soins parce que justement l'accès aux soins n'est pas encore complètement acquis sur nos territoires. Merci beaucoup Bernadette. Association Icambéré donc. Merci. Je remercie les intervenants, les organisateurs de la journée de m'avoir invité. Je vous remercie infiniment de la qualité des interventions que nous avons eues aujourd'hui. C'était très riche et très fort. Alors, je pense que nous avons eu ce matin des exposés qui nous ont montré comment l'accès aux soins des immigrés est très complexe. Et on ne peut pas répondre à cette question sans différencier les immigrés. Il y a des immigrés qui savent lire, qui sont écrire, qui sont instruits en fait, qui maîtrisent la langue française. Il y en a d'autres qui ne savent ni lire, ni écrire, qui ne maîtrisent pas les codes culturels dans lesquels sont inscrits le système universel. Donc il faut s'adapter Il faut donc s'adapter en s'appuyant sur des outils comme la médiation. Par exemple, une personne qui ne savent ni lire ni écrire, je pense par exemple aux immigrés qui sont arrivés il y a longtemps, la maladie peut venir d'ailleurs. La maladie peut venir d'ordre divin. Il y a des représentations derrière. Donc ça veut dire que le médecin va peut-être faire l'ordonnance, va donner des explications, mais le patient, lui, va peut-être comprendre autre chose. Il y a souvent des situations que nous, on voit par exemple à Icambéré, on voit par exemple une dame qui a un gros problème de santé, un cancer par exemple, et à une semaine de l'opération, elle décide d'aller en Afrique. On se pose la question, pourquoi? Ce n'est pas le moment, mais elle décide quand même de partir en Afrique. Voilà, je ne commente pas, voilà. Mais il y a aussi, je pense que le médecin vient de le souligner, la question de langue. J'ai un exemple, par exemple, d'une femme à Icambéré qui est partie à l'hôpital pour déposer l'enveloppe pour le certificat médical. Malheureusement, elle a glissé la feuille qu'elle devait remettre à l'OFI. Mais elle n'arrivait pas à expliquer que cette feuille-là n'appartient pas à... Pardon. Que cette feuille-là ne devait pas être à l'hôpital, mais qu'elle devait l'envoyer à l'OFI. Donc, du coup, elle était devant le médecin en disant la feuille OFI, la feuille OFI. Mais le médecin ne comprenait pas. Et le médecin non plus n'a pas eu le temps ou n'a pas pensé à appeler à Icambéré, parce que d'habitude, cette femme était accompagnée par les assistants sociaux d'Icambéré qui, ce jour-là, n'étaient pas là, n'a pas eu la présence et d'esprit de nous appeler pour qu'on puisse interpréter. Donc, la fille est revenue sans sa feuille qu'elle devait envoyer à l'OFI, et ça a duré une semaine pour qu'on puisse appeler le médecin, pour que le médecin puisse comprendre ce que la femme voulait dire en fait. Il y a aussi, par exemple, et ça c'est des exemples qu'on a vécu dans le temps, quand il y avait des traitements qui atrophiaient les membres inférieurs, on avait des femmes qui ne voulaient pas du tout prendre des traitements parce que ces traitements les faisaient maigrir. Et donc, du coup, c'était important qu'on fasse ce travail de médiation à Icambéré, qu'on puisse leur dire qu'il faut se soigner d'abord, que les membres peut-être vont revenir, mais que la santé est primordiale. Donc, c'était très important, la médiation, pouvoir expliquer que les traitements, c'est important. Je pense que aussi, dans ce cadre, la compréhension de la maladie permet au patient de bien prendre les médicaments. Si le patient n'a pas bien compris, elle ne va pas bien prendre ses traitements. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. C'est parfait. On va revenir tout à l'heure sur la question de la médiation. Merci beaucoup. Madame Chemlal. Merci. Donc, à la question, effectivement, le système universel ne suffit-il pas? Je pense que je partage globalement la position de Nicolas Vignier. Je voudrais juste rappeler que quand même les problèmes de santé qui sont rencontrés par les personnes migrantes sont quand même généralement semblables à celles de la population générale et qu'en premier lieu, ils présentent des maladies chroniques non transmissibles en premier lieu.
Certaines spécificités doivent être prises en compte. Ça a été rappelé d'ailleurs par une des intervenantes, en particulier les vulnérabilités qui sont engendrées par les parcours d'arrivée. On a parlé, par exemple, des parcours des femmes qui sont en parcours de migration, avec notamment des psychotraumatismes ou des violences sexuelles qui peuvent être fréquentes, et certaines maladies infectieuses dont la prévalence est plus importante dans certains pays qu'en France. C'est aussi des problématiques que connaissent les médecines libérales de premier recours. Donc je ne suis pas sûre qu'il faille véritablement faire une médecine spécialisée pour spécialiser dans la maladie des personnes migrantes. Mais évidemment, il faut nuancer le propos parce qu'il faut aussi donner aux établissements et aux professionnels de santé peut-être des moyens pour être mieux parés pour accompagner et peut-être mieux prendre en charge ces patients qui sont aussi et parfois qui cumulent plusieurs facteurs de vulnérabilité et qui sont parfois en grande précarité. Vous avez rappelé l'accès à l'interprétariat, évidemment, ça c'est essentiel. Et j'en dirai un mot parce que je crois que c'est une des questions qui va nous être posée après. Donc effectivement, ça c'est clé. La question de la connaissance aussi des professionnels sur la thématique de l'accès aux droits des personnes. L'adresse avait fait une enquête récemment qui montrait que finalement la médecine libérale, enfin, parmi les médecins interrogés qui étaient des médecins libéraux, 90% étaient plutôt favorables et plutôt, je dirais, bienveillants, mais en fait ils ne connaissent pas bien l'accès, en fait, les difficultés et la complexité, parce que je crois que ça quand même tout le monde le reconnaît, éventuellement de l'accès aux droits. Donc ça, je pense que c'est effectivement important. Les conditions de vie difficiles, alors certaines populations sont encore plus exposées que d'autres. On pense par exemple au campement. En Ile-de-France, on est quand même très exposé à encore des difficultés supplémentaires, comme les campements de personnes qui sont par exemple dans le nord de Paris, ou même qui ont été dans le nord de la France. Et en plus, certains, comme par exemple les femmes qui sont enceintes ou qui sont en monoparental avec des enfants, ou même des mineurs isolés, font qu'il faut pouvoir adapter le système de santé pour répondre aux besoins de de la plupart et de très nombreuses situations des personnes qui sont très différentes. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Chambaud, donc la question, c'est voilà, est-ce que la question de l'adaptation du système de soins aux immigrés se pose, et si oui, pourquoi, et le système universel ne suffit-il pas? C'est un peu difficile de dire d'autre chose que ce qui a été dit jusqu'à présent, mais ce sur quoi je peux peut-être insister, c'est, je pense qu'on serait rapidement tous d'accord pour dire que si le système actuel, universel, répondait aux besoins de tout le monde, il n'y aurait pas besoin de dispositifs spécifiques. Donc, dans ce contexte-là, moi je pense que ce que l'on peut dire, c'est qu'il faut le plus possible adapter le système de droit commun pour qu'il réponde au plus grand nombre de personnes possibles et au plus grand nombre de situations possibles. On sera toujours dans un système, je pense de toute façon, quels que soient les efforts que l'on va faire, on sera toujours dans un système où une partie des populations, et je ne veux pas juste dire les populations migrantes, je pense que c'est les populations vulnérables, quelles qu'elles soient, où les populations vulnérables ont plus de difficultés à accéder aux droits, mais aussi accéder au système, que ce soit pour des raisons géographiques, culturelles, on l'a dit beaucoup, économiques, etc. Donc, dans ce contexte-là, moi je pense qu'il ne faut surtout pas opposer des dispositifs spécifiques et des dispositifs de droit commun. Il y a quand même une chose que l'on peut voir aussi et qui, à mon avis, est quand même une caractéristique du système de santé français, c'est qu'il est par nature complexe. Les modes d'entrée sont difficiles et il faut avoir une certaine habitude, une certaine habileté pour se repérer dans le système de santé français, ce qui n'est pas le cas de tous les systèmes. Et donc, je pense que dans ce contexte-là, moi, mon sentiment, c'est qu'à la fois, il faut travailler pour faire en sorte que le dispositif de droit commun réponde au plus grand nombre de situations possibles,
Bon, mais ça, c'est un travail au long cours. Mais je pense qu'il faut aussi accepter de mettre en place des dispositifs spécifiques, à la fois pour aider les personnes qui sont dans les situations les plus vulnérables. Et il y a quand même dans les situations de migration des situations de vulnérabilité très fortes, que ces personnes-là, on puisse aussi les accompagner, mais comme vous faites, madame, avec votre expérience, on puisse les accompagner pour que ces personnes-là puissent accéder à ces dispositifs. Et ça, je pense que là, il y a probablement une volonté politique qui doit s'exprimer à ce niveau-là. Et puis, à l'inverse, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des modalités de sensibilisation, de travail avec l'ensemble des personnes qui reçoivent des personnes en situation de vulnérabilité, pour aussi leur permettre, les convaincre que c'est aussi important de pouvoir recevoir ces personnes dans les meilleures conditions possibles. On a très souvent des cas extrêmes de professionnels de santé, mais je ne veux pas non plus stigmatiser les professionnels de santé, mais de personnes en situation de recevoir qui ont des réticences à recevoir des personnes en situation de vulnérabilité, encore une fois, et notamment en situation de migration. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui sont plutôt dans une situation d'ignorance ou de frilosité. Et je crois que là, on va y revenir probablement, mais en termes de formation, d'accompagnement, de capacité aussi à montrer les enjeux qu'il y a derrière, je pense qu'on peut aussi améliorer la situation. Merci beaucoup, Monsieur Delarue. Merci beaucoup, pardon pour le retard. Bonjour à tous. La question de l'adaptabilité se pose à toutes les politiques sociales qui visent les personnes vulnérables ou très pauvres. Et par conséquent, il faut toujours faire attention à ce que on pousse à l'universalité, comme il vient très bien d'être dit, plutôt que de créer des discriminations. Alors, ceci étant, le comité d'éthique a retenu comme un de ses principes d'éthique à mettre en œuvre, en effet, l'adaptation du système de soins. Pourquoi ? D'une part, parce que le comportement des malades n'est pas tout à fait le même que des malades ordinaires. Je veux dire que, comme il a été dit par la DGS, ce n'est pas les pathologies qui diffèrent, ce sont les mêmes. À petite réserve près quand même, c'est la psychiatrie, où il y a beaucoup de détresse en la matière et peu de réponses de l'offre de soins sur ce point précis. Les équipes mobiles de psychiatrie sont ou bien inexistantes ou bien peu mobiles. Mais ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que si nous avons, nous, défini comme migrants des personnes sans titre de séjour régulier en France, ces personnes-là n'ont pas intérêt à se montrer. Et donc, elles viennent à l'offre de soins quand vraiment elles n'ont plus les moyens de faire autrement, car pour eux, pour elles, le système de soins, ça fait partie des institutions dont il vaut mieux s'écarter si on ne veut pas perdre de vue le but du voyage. Et donc, on y vient en général tardivement, et on y vient, on vient de le dire aussi, mal informé. Je crois que le système de soins s'honorerait, me semble-t-il, en développant systématiquement une information à l'égard de ces personnes qui en sont très loin. Mettez-vous à la place de vous-même. Vous êtes pour 48 heures en Mongolie extérieure, vous ne pouvez plus rentrer en France, vous tombez malade, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, c'est la situation partagée aussi aujourd'hui par des dizaines de milliers de personnes dans ce pays. Le comportement des malades n'est pas tout à fait le même. Le comportement des autres malades n'est pas tout à fait le même. On a des problèmes de salle d'attente, il faut bien le dire ici, clairement. On nous a dit ça à l'hôpital de Calais, mais ça se vit ailleurs, y compris en médecine de ville. Et puis, troisièmement, je crois qu'il faut admettre aussi que le dispositif PASS, qui est un dispositif déjà particulier, donc une adaptation particulière, est très inégalement traité suivant les hôpitaux. Il n'y a qu'à voir son emplacement géographique d'abord, et puis en termes de crédit, en termes de soignants qui sont volontaires pour y aller, il y a de très très grosses différences. Il n'y a pas de politique de passe nationale, en tout cas au moment où nous avions écrit cet avis. Enfin, dernier point,
Nous raisonnons là en termes de volume relativement restreint à l'échelle de la population française, mais qui peut être très important dans des points déterminés. On a parlé de Paris, on a parlé du nord de la France, on pourrait parler aussi du sud de la France. Mais ces flux ne vont faire que grossir avec le temps, naturellement. Et on sait bien que l'évolution climatique en particulier va mettre en mouvement quelques millions de personnes supplémentaires pour de longues périodes. Et on est dans un système qui nous présente les choses comme étant un simple accident historique de 2015, mais on va résorber tout ça et on n'en parlera plus. Je crois que l'adaptation est une obligation des temps qui viennent. Merci beaucoup. Alors pour avancer sur justement les pistes concrètes, ce que je vous propose, c'est de traiter en même temps les questions 2 et 3, ce qui évitera de trop fragmenter notre table ronde. Donc la question suivante, c'est, donc on est tous d'accord sur la nécessité d'adapter, donc sur quoi agir en priorité ? Est-ce que les pistes sont à chercher du côté de dispositifs spécifiques ou de l'adaptation ? Et avec une sous-question, mais que vous avez tous plus ou moins évoquée déjà, donc elle semble centrale, c'est quelle place dans le système pour les médiateurs de santé et les interprètes. Et alors, j'étais partie, moi, dans ma question, sur des médiateurs de santé et des interprètes issus des communautés de migrants. Mais voilà, n'hésitez pas, s'il vous semble qu'il faut aborder la question de médiateurs de santé ou d'interprètes de façon plus large, libre à vous. Nicolas. Merci. Donc, sur quoi agir en priorité et les pistes sont-elles à chercher du côté des dispositifs spécifiques ou de l'adaptation au système universel ? Donc, encore une fois, ne pas opposer. Évidemment, il faut adapter le système universel et avoir l'ambition qu'il soit plus inclusif et qui marche mieux. Mais on a déjà dit qu'on n'y était pas encore. Et donc, comme vous l'avez ressouligné, le risque de rayer de la carte les dispositifs spécifiques dans un contexte où le système universel ne suffit pas, ça serait provoquer du non-accès et donc aggraver les choses. Donc j'y suis pas favorable et donc je pense qu'il faut maintenir les dispositifs spécifiques et qu'il faut même les renforcer dans un contexte où, on l'a dit, il y avait un contexte démographique qui fait que les enjeux en fait sont plus importants. On a tous vu les files actives de nos dispositifs spécifiques augmenter très nettement au cours des 20 dernières années. On a vu aussi le profil des personnes qui fréquentent nos structures réservées aux personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité, comme vous avez dit, qui certes ne sont pas réservées aux personnes migrantes, mais qui sont un petit peu en train de le devenir. La collègue de PMI le dessinait un petit peu tout à l'heure. Nous, c'est exactement ce qu'on a observé. On a créé une consultation d'accès aux soins et aux droits dans le cadre associatif parce qu'il n'existait pas de passe médicalisé à Melun jusqu'à il y a 3 ans. Et cette consultation d'accès aux soins et aux droits accueillait au début pour partie des personnes migrantes et pour partie des personnes en situation de précarité issues de la population sénémarnaise. Et aujourd'hui, en 2019, on a 99% de personnes migrantes primo-arrivantes en situation de grande précarité, la plupart étant demandeurs d'asile et ou en situation irrégulière. Donc c'est évidemment qu'une sous-population, mais qui cumule les facteurs de vulnérabilité et qu'il est important de pouvoir accompagner. Je vois pas trop qui le ferait si ces dispositifs ne continuaient pas à exister. Alors, par contre, les dispositifs spécifiques, ils sont nombreux, parce qu'on parle beaucoup des PASS, qui sont des lieux de soins, mais il y a aussi des dispositifs de prévention. On a parlé des PMI, qui sont plutôt des dispositifs soit de prévention, soit d'accompagnement à la maternité, mais il y a aussi les centres de vaccination. Moi, je dirige aussi un centre de vaccination gratuit, un centre de ce qu'on appelle les CGIT, qui sont des centres de santé sexuelle de dépistage, et les centres de lutte anti-tuberculose. Et il y a un certain nombre d'autres dispositifs, les plannings familiaux, etc. Et le problème, c'est que souvent, les populations dont on est en train de parler, primo-arrivants en situation de vulnérabilité, en fait, relèvent de tous ces dispositifs parce que comme elles cumulent des facteurs de vulnérabilité, souvent, elles ne sont pas à jour de vaccination. Souvent, il y a une vulnérabilité sexuelle, donc il y a un enjeu de contraception ou de prise en charge des grossesses. Souvent, la tuberculose, c'est majoritairement les personnes migrantes, donc etc., etc. Et donc, finalement, pour faire bien le soin curatif et préventif, il faut qu'il passe par tous les guichets. C'est pour ça que peut-être
La DGS en dira un mot. C'est pour ça que la DGS a essayé de concevoir un parcours santé migrant qui a vocation à demander aux ARS de structurer ce parcours pour qu'ils puissent passer à chaque guichet et que le travail soit bien fait. Sauf que le résultat, c'est quand même un parcours complexe avec des guichets multiples, des personnes qui ne travaillent pas toujours ensemble. Il y a des lieux, c'est le cas dans mon hôpital, où on a fait converger ces structures dans des unités de lieux, on les a même fusionnées dans des services communs. Donc ça reste des unités fonctionnelles différentes, mais on travaille ensemble, donc c'est beaucoup plus simple, on peut faire beaucoup de choses. Donc moi j'appelle un peu de mon vœu, et ça peut être une proposition un peu concrète, à justement aller vers un rapprochement de ces structures, voire dans un avenir peut-être plus lointain, les re-questionner par rapport aux enjeux de santé publique d'aujourd'hui, dont les populations migrantes font partie, pour les redessiner, pour répondre aux besoins des populations qui sont censées en bénéficier. Donc voilà. En ce qui concerne l'accueil dans le droit commun, on l'a dit rapidement, mais il faut insister bien sûr sur la formation des soignants et des travailleurs sociaux et des accompagnants d'une manière plus large, associatif ou autre, parce qu'elle est très insuffisante dans certains domaines. Il faut donner du temps aux soignants et aux travailleurs sociaux pour pouvoir faire, parce que c'est pas magique quand on accueille une femme primo-arrivante demandeur d'asile enceinte chez qui on découvre une séropositivité, qui a été victime de violences sexuelles, qui est à la rue. Moi je ne sais pas faire en 10 minutes et c'est le temps qu'on me donne dans mon exercice hospitalier. Donc comment on fait et donc c'est pour ça qu'on fait souvent dans des dispositifs spécifiques qui se donnent un peu plus le temps, mais qui ont de moins en moins le temps, parce que comme la réalité démographique fait que nos dispositifs sont engorgés, on est obligé de travailler plus vite. Et donc il y a deux solutions, soit on va plus vite et on gère moins de choses, soit on sélectionne à l'entrée, ce que font certaines passes, il ne faut pas se voiler la face. Moi je suis membre du collectif national des passes, j'entends des mots comme comment trier les patients, etc. C'est des choses dont on discute. Donc il n'y a pas de honte à en parler, c'est juste qu'on est dans la capacité de faire tout. Donc voilà, il faut aussi nous aider. Donc tant qu'il n'y a pas plus de médecins, plus de moyens, plus de murs, parce que nous on a aussi, par exemple, là, on a été récemment renforcé en moyens à la passe, mais j'ai pas de mur, donc j'ai pas de lieu de consultation. Donc par exemple, là j'ai un médecin qui pourrait ouvrir une nouvelle consultation, je suis dans l'impossibilité de le faire, faute de bureau, parce que tout l'hôpital est saturé. Voilà, donc c'est des réalités très pratiques comme ça. Voilà. Et donc pour pas être trop long, pour arriver à la médiation, donc le temps, la formation, et puis la sensibilisation. On a beaucoup parlé de la posture. Voilà, très clairement, vous l'avez souligné. Il y a de la méconnaissance, mais il y a aussi de la frilosité. Je crois que vous avez employé ce terme-là. Voilà, c'est ce qu'on ressent chez beaucoup de confrères qui sont un peu éloignés de cette problématique migratoire. Et donc il faut aussi, tant qu'on n'aura pas une posture aussi sociétale différente par rapport aux populations migrantes, et qu'on continuera à voir circuler des discours quand même très problématiques, qui sont ceux qu'on entend actuellement avec la montée de l'extrême droite, certains médecins, certains soignants se reconnaissent dans ces positions et donc les considèrent comme légitimes, et donc considèrent aussi que voilà, est-ce que vraiment ce patient il est légitime. Donc certes c'est écrit partout que c'est un droit, mais encore faut-il que ce soit clair dans la tête de ceux qui font le soin, et c'est pas le cas partout. Donc la médiation et l'interprétariat en santé, donc évidemment j'y suis très favorable. J'ai pu en bénéficier quand je travaillais dans le 93 de structures comme Avazine, Icambéré, et c'est très aidant. Malheureusement, là où je travaille actuellement en Grande Couronne, je n'en bénéficie plus parce que les associations ne vont pas très loin au-delà du périphérique, et quand on monte des projets pour les faire financer, on a du mal à trouver des moyens parce que c'est quelque chose de nouveau qui n'est pas complètement prévu dans les cases. Donc je sais qu'il y a globalement une volonté positive de l'ARS pour soutenir la médiation, mais ce n'est pas aussi simple. Et quand on réfléchit à ce que devrait être la médiation, en fait, il faudrait des médiateurs partout, donc ça représente quand même des financements conséquents qui, pour l'instant, ne sont pas mis sur la table par le gouvernement. Et puis, qui dit médiation, dit aussi trouver la place des médiateurs dans nos structures de santé ou en dehors des structures de santé. Donc ça se fait assez facilement dans les associations, parce que c'est la construction historique de la médiation. Quand on commence à avoir l'ambition de créer des postes de médiateurs, par exemple à l'hôpital ou dans d'autres structures de
de santé ou sociale. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que la place n'existe pas. On peut avoir des travailleurs sociaux, des infirmiers qui voient ça d'un mauvais œil, qui ont l'impression qu'on marche un petit peu sur leur plate-bande. Il y a la question du statut, tout simplement. Le statut n'existe pas. Pour quel salaire voilà. Et puis, il y a la question de la formation. Donc ça, nous, on a commencé à travailler avec un certain nombre de personnes à l'Université Paris 13 pour proposer une formation diplômante aux médiateurs en santé. Donc on a créé un diplôme d'université de médiation en santé qui est donc ouvert depuis 2 ans. On a formé deux promotions, la deuxième est en train de terminer. Et donc c'est une formation qui a l'ambition d'être suffisamment exigeante pour donner les outils à des futurs médiateurs en santé pour pouvoir exercer leur rôle de trait d'union entre le patient et le soignant, les structures, les travailleurs sociaux, etc. Oui. Donc, nous avons la chance en France de pouvoir bénéficier d'un système universel dont le socle repose sur la prise en charge de tous les malades sans condition, malgré les difficultés structurelles, comme ça a été souligné ce matin. Il faut tout faire pour que les migrants soient dans le système universel. Donc pour cela, il est essentiel de pouvoir développer des outils. Et les outils sont des outils à destination des professionnels. Comme le médecin vient de le dire, qu'il a 10 minutes ou 15 minutes pour s'occuper d'un patient, c'est très peu. Donc il faut former les médiateurs pour pouvoir en fait travailler avec les médecins et garantir une prise en charge de ce public qui, quelquefois, n'a pas tout compris ou a eu peur de poser certaines questions. Donc, à Ikambere, nous avons développé quand même un volet formation à destination des professionnels de santé pour parler des représentations, pour parler de l'accompagnement des malades souvent vivant avec le VIH, hein, comme c'est notre spécialité, et surtout les femmes. Donc, nous travaillons aussi dans les hôpitaux, dans une douzaine d'hôpitaux de Paris. Et notre rôle, justement, c'est de rencontrer les malades qui viennent en hospitalisation, qui viennent en consultation ou qui sont hospitalisés. Et on leur offre un moment de convivialité, on parle des traitements, on les aide à l'éducation thérapeutique, on fait la prévention. C'est un moment de convivialité, en fait, qui permet aux patients de pouvoir parler parce que malgré qu'il y a des avancées scientifiques, il y a toujours des malades qui restent isolés et qui sont seuls et qui sont très contents de retrouver nos médiatrices dans les hôpitaux. Alors, sur la place de la médiation, je pense que c'est une place capitale. Les médiateurs de santé et les interprètes ici de la communauté migrante, on les place dans ce système de santé. Et le fait d'être ici de la communauté ne suffit pas. Il est essentiel que ces médiateurs soient des professionnels et qui placent le patient dans son cadre de patient et qui laissent le médecin dans son cadre de médecin. En fait, on va assister à un système triangulaire. Il y a le médecin, le patient et le médiateur. Et le médiateur ne va pas juste faire la traduction de ce qu'a dit le médecin, mais va aussi accompagner le patient à bien comprendre pour mieux adhérer au traitement. Parce que le but, c'est que le travail des médecins ne soit pas perdu, mais que les patients soient compliants et que finalement, ils puissent mieux adhérer au traitement. Alors, vous avez parlé donc de la question des financements des médiateurs. Il existe dans les préfectures des postes adultes relais qui permettent justement d'embaucher des médiateurs et des médiatrices. Mais ils exigent une formation, mais quand même, ce sont des financements qui sont assez longs, 3 ans renouvelables 3 fois, ça fait 9 ans. Donc, nous, les médiatrices qu'on a pris avant, on en a qui se sont professionnalisées. La plupart d'entre elles sont devenues des assistantes sociales. Il y en a d'autres qui sont restées des médiatrices, mais suivant le niveau d'études, il y en a qui peuvent vraiment se former et devenir des grands professionnels. Donc, je pense que la formation permettra de valoriser la place de la médiation en santé et dans le système universel. Merci. Merci beaucoup. Madame Chemlal,
à vous. Et je veux bien particulièrement, si vous pouvez nous dire comment la DGS envisage justement la pérennisation de tel poste de médiateur de santé, parce que je crois que c'est toujours le problème. Alors avant de vous préciser ce point-là, je vais juste répondre à votre question, sur quoi agir en priorité. Alors je pense qu'effectivement, là tout le monde est d'accord, et je le suis aussi, pour dire que vraiment il faut mobiliser les dispositifs de droit commun qui existent. Ça me paraît vraiment fondamental. Nicolas a rappelé effectivement l'instruction que la DGS a donnée aux ARS pour construire un parcours et pour essayer par exemple, de faire un bilan préventif dès l'arrivée d'une personne migrante en France. Reste effectivement peut-être alors à coordonner et à bien s'articuler. Alors, on a parlé d'outiller aussi et de former et d'outiller les professionnels pour qu'ils puissent être en capacité de mieux accueillir et de prendre en charge ces personnes. Donc, on a parlé du développement de l'accès à l'interprétariat. Donc, ça, c'est un gros chantier qui a été ouvert l'année dernière. Je pense que vous savez que la HAS a publié un référentiel en 2017, que la DGS avait organisé un grand colloque sur l'interprétariat, qui évidemment pointait et réaffirmait évidemment tout l'intérêt de pouvoir développer cette mission qui est très importante. Et donc la ministre avait donc diligenté l'IGAS pour essayer d'avoir un peu, de construire finalement un modèle économique qui permettrait de sortir je dirais entre guillemets, du bricolage pour trouver un modèle de financement pérenne pour de l'interprétariat à intégrer dans le système de santé. Donc ce rapport de l'IGAS vient de nous être remis, et donc on devrait pouvoir essayer, on va évidemment analyser les propositions qui ont été faites par l'IGAS pour essayer d'avancer et d'affirmer et d'inscrire l'interprétariat comme un véritable outil de santé pour les personnes. Mieux équiper les professionnels, c'est donc aussi mieux les informer. Pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez le guide de prise en charge des migrants précaires, qu'on appelle le guide du COMED. Je pense que ça parle à beaucoup de gens ici. Donc en fait, ce guide va être remis à jour cette année, avec toute une partie qui va être une partie via Internet, avec des possibilités d'interroger pour les professionnels, d'interroger directement les référents du COMED sur telle ou telle problématique ou telle question qui pourrait se poser dans leur pratique. Certaines ARS permettent aussi, offrent des cartographies d'acteurs c'est par exemple le cas de l'Île-de-France, qui permettent aussi d'informer les professionnels des réseaux qui sont à leur disposition. Ça, c'est évidemment un outil intéressant qui mériterait peut-être d'être développé. Concernant la place des médiateurs de santé, donc je crois que tout le monde ici a souligné la nécessité d'une formation. Je ne savais pas qu'une formation qu'un DU a été mise en place, donc ça je trouve que c'est très bien. C'est un chantier qui pour l'instant pour nous n'est pas encore tout à fait ouvert dans la manière de pérenniser comme on l'a fait pour l'interprétariat. Donc ça c'est la deuxième étape, je dirais, qui nous attend pour voir comment on pourrait intégrer les médiateurs. Ces médiateurs, il y en a beaucoup, c'est souvent un peu hétérogène. Il y a certaines régions qui sont favorisées par rapport à d'autres aussi, et donc l'idée c'est aussi de pouvoir offrir à toute la population, et pas simplement dans certaines régions ou villes de France. Donc effectivement, ça c'est un des chantiers que l'on doit mener à bien après celui de l'interprétariat. Merci, Monsieur Chambaud. Oui, peut-être pour répondre plutôt à la deuxième question, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur la médiation, sur lesquelles je suis en accord. Sur qu'est-ce qu'on peut faire en priorité.
à mon sens, il y a vraiment deux axes et je voudrais plaider pour ces deux axes. Le premier, il est sur globalement le système de santé. Et alors, premier point, je pense que tous les dispositifs spécifiques dont on a parlé, et Jean-Marie Delarue en a dit un petit mot, je trouve qu'il faut vraiment qu'on aille le plus possible développer une expertise sur qu'est-ce qui fonctionne, comment ça fonctionne, de quelle manière ça fonctionne. Alors je sais qu'il y a déjà eu un certain nombre de travaux qui ont été faits, notamment avec la coordination nationale, mais je trouve qu'il y a vraiment un travail d'ampleur à faire sur ces dispositifs spécifiques. Je le dis parce que c'est plus qu'une anecdote. Il y a un peu plus d'un an, quand on a su que la direction, alors pas la DGS, mais la DGOS, la Direction Générale de l'Organisation des Soins, voulait développer une enquête sur les PASS, avec l'IRDES et l'école, on avait proposé de faire une évaluation de ces dispositifs. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que l'idée, ce n'est pas de faire une évaluation de type administratif, mais une vraie évaluation formative pour voir dans ces dispositifs, et vous l'avez dit les uns et les autres, qui sont très variables d'un endroit à l'autre, comment on peut aller plus loin, non pas pour les homogénéiser, mais pour faire en sorte qu'on affine quels sont les cahiers des charges qui devraient être faits, comment on peut travailler pour rendre ces dispositifs les plus adaptés possibles aux situations locales. Donc ça, c'est je dirais le premier point, et je pense qu'il y a des travaux à conduire à ce niveau-là. Et sur le système de santé, il y a un autre axe auquel, pour ma part, je tiens, parce que je pense qu'il est très intégratif. Ne regardons pas ce qui se passe au niveau international comme des choses qui viennent de Mars. Il y a des notions qui sont en train de s'imposer. J'en prends un, je pense qu'il a été discuté cet après-midi un peu, c'est couverture sanitaire universelle. C'est international, c'est mondial, l'OMS le promeut. Ne pensons pas qu'en France, on est complètement au carré sur la couverture sanitaire universelle. Tous les pays ont des efforts à faire vers la couverture sanitaire universelle. Et dans ce contexte-là, moi, je trouve que ça serait intéressant de réinterroger, y compris le système de santé français, pour voir où il en est par rapport à la couverture sanitaire universelle, notamment par rapport à des populations vulnérables et notamment par rapport aux migrants. Un autre sujet qui, à mon avis, est un sujet qui traverse tous les systèmes de santé et tous les pays, c'est, alors ici, c'est une expression que moi j'aime pas trop, mais qu'on appelle les parcours de santé. Je préfère parler comme on le fait, y compris dans les organismes internationaux, de services et soins intégrés. Est-ce qu'on est en mesure d'avancer vers des services et soins intégrés en France ? Et dans ce contexte-là, comment ces services et ces soins intégrés prennent en compte les dispositifs particuliers pour des populations vulnérables et notamment pour les personnes en situation de migration ? Et je crois que ça serait intéressant d'interroger nos dispositifs dans ce contexte-là, parce que ça permet aussi, à mon sens, d'aller vers beaucoup plus de cohérence et d'intégration de l'ensemble. Et je trouve que c'est un élément important. Et puis, deuxième axe sur lequel je souhaite insister, mais là, je plaide un peu pour ma paroisse, mais je dirais pour notre paroisse à plusieurs d'entre nous, il faut développer la recherche et la formation. Alors la recherche, j'ai plus beaucoup d'interrogations parce qu'il existe maintenant un institut Convergence Migration qui va faire de la recherche et j'espère que nous pourrons y participer. Nous faisons déjà à l'école un certain nombre de travaux de recherche, mais je crois que d'avoir cette fédération, à mon avis, c'est une bonne chose et j'en suis pour ma part très heureux. Pour ce qui est de la formation, je crois que là, il y a un travail énorme à faire sur la formation. Travail, on l'a dit, sur un certain nombre de populations, bien entendu sur les professionnels de santé. Nous, on est impliqués à l'école dans une formation financée par l'Union européenne que je trouve très intéressante, qui s'appelle MIG for Health, et qui est une formation qui se donne, non pas que pour les professionnels de santé, mais pour des publics divers.
professionnels de santé, agents d'immigration ou agents de police, travailleurs sociaux et aussi les formateurs. Et donc, derrière, il y a un certain nombre de modules qui sont en train de se mettre en place. C'est expérimenté dans plusieurs pays. Et je trouve que c'est très important aussi d'avoir cette rencontre des personnes qui, de par leur horizon professionnel, vont être en face de situations de ce type-là, pour aussi déconstruire un certain nombre de choses et pour que les personnes dialoguent entre elles. Et ça, à mon avis, c'est un élément aussi important en termes de formation. Merci beaucoup. Juste, je vous rassure, il y a des fellows de l'Institut Migration qui sont de l'EHESP déjà, donc nous travaillons déjà ensemble. J'en vois là-bas. Monsieur Delarue. J'ai 30 personnes, non, c'est bon. Je crois qu'il y a un mot qui vient d'être prononcé que je reprendrai, c'est le mot international. Ces personnes dont nous avons regardé le sort au comité d'éthique ont traversé plusieurs pays et on a du mal souvent à savoir ce qui a été fait pour eux dans les autres pays. Et donc je crois qu'il faut, comme on l'avait fait entre les deux guerres pour les réfugiés, essayer de travailler le plus vite possible à une convention internationale qui instaurera un passeport de santé universel aussi, sans attendre la couverture sanitaire. Je crois qu'il faut aussi que chacun puisse avoir un document qui témoignera de ce qu'on lui a fait à Lampedusa, à Gênes, à Saint-Étienne, à Paris et à Londres. Parce que sinon, les médecins sont un peu désarmés. Et donc, je crois que voilà, les mesures ne sont pas que nationales. Alors, sur le plan national, moi, je crois que l'objectif est simple, ne laisser personne sans soins. Bon. Alors, ça veut dire à la fois, en amont, penser le système d'AME, parce qu'il n'est pas parfait, loin de là. Je rappelle d'ailleurs que d'aucuns réclament sa suppression à peu près tous les ans, régulièrement devant le Parlement. Mais l'AME est tributaire du comportement des caisses primaires d'assurance maladie, qui sont plus ou moins exigeantes, par exemple, pour faire la preuve qu'on doit en théorie faire d'une présence en France ininterrompue depuis 3 mois. Et là-dessus, on peut faire tous les ennuis qu'on veut pour éviter les soins. Et ça se fait dans certains départements. Et je connais un département où même à ce titre, parce que l'AME s'y opposait, ou plutôt la CPAM s'y opposait, l'hôpital ne délivrait même plus les soins urgents auxquels il est normalement assujetti. Et donc ces choses-là doivent être réglées. Ils doivent être réglés aussi en aval. Lorsqu'on a réalisé des soins urgents, parce que ça je crois qu'il n'y a pas trop de problème quand même sur une personne, qu'est-ce qu'on fait après ? Qu'est-ce qu'on fait d'une femme qui vient d'accoucher ou d'un homme qu'on vient d'opérer et dont on sait qu'il va revenir dans une jungle ou dans un campement quelconque ? Est-ce que c'est les conditions idéales de sa convalescence ? Donc je crois qu'il faut traiter les gens de bout en bout et sans rien céder sur les soins qu'il doit recevoir. Enfin, je pense qu'il ne faut pas tout faire reposer sur les personnels soignants. Je crois qu'il faut que l'hôpital, à l'occasion des migrants, mais ça vaut aussi pour bien des Français, développe sa part sociale et qu'il y ait sur ce point une complète complémentarité entre les soins qui sont donnés et la prise en charge sociale qui est faite. Alors, un mot sur la traduction, moi je crois qu'il y a la langue, il y a aussi le contexte culturel, il faut absolument éviter les interprètes professionnels, il faut prendre des gens de la même communauté, et je crois que plus ces gens partagent d'ailleurs le sort de ceux qu'ils accompagnent, mieux ça vaut. Il faut éviter évidemment les traductions par téléphone. Il y a des entreprises faites pour ça, mais ce n'est pas très bon. Et je rappelle qu'après tout, il n'y a pas de soins sans récit, il n'y a pas de soins sans colloque singulier. Et donc si celui-là vient à manquer, les soins sont nécessairement pas ce qu'ils devraient être. Merci beaucoup. Il est 5h05. Je vous propose qu'on se donne 10 minutes et on termine à écart, ce qui permet de prendre quelques questions ou commentaires. Alors, madame.